Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. C'est le numéro 40. Et oui, 40 de la cinquième saison. Et nous retrouvons ce soir Natacha. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous les amis. Vous êtes prêts pour une émission qui décoiffe? Parce que là, moi j'ai trop chaud, donc ça me décoiffe. Et Antoine me disait à l'instant qu'il avait des mèches rebelles. Donc j'espère que vous êtes prêts avec nous. Et voilà, ça va être la soirée spéciale TIFF, TIFF étendu. Oui, 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 en plus, tu sais que tu nous as manqué, Natacha, là. À chaque fois quand t'es pas là un samedi, moi je croule sous le courrier, j'allais dire le courrier des cœurs, mais en tout cas le courrier des lecteurs. Merci. Donc, bon, ben voilà, ce soir, Natacha, avec toi, on va aller du côté de la manipulation et de la dictature, voilà, douce, etc. On reviendra sur ces sujets. Et quant à moi, je reviendrai sur un sujet sur lequel est venue Marie Roca pendant la dernière émission que l'on a faite ensemble, et ben, quand tu n'étais pas là, Natacha, où elle nous a cité un passage du gardien du seuil. Je réexpliquerai tout ça tout à l'heure, où il y avait une entité démoniaque qui était chez elle, et grâce au gardien du seuil, les choses se sont bien passées. Et comme c'est la première fois que j'entendais parler du gardien du seuil, j'ai voulu un peu creuser le sujet. Voilà. Donc, je parlerai du gardien du seuil en deuxième partie d'émission. Mais avant toute chose, bah, je voulais faire un petit retour sur la campagne de crowdfunding de Génération Cité d'Or numéro 11, qui malheureusement n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc, et oui, on est arrivé à 71%. On n'était pas si loin que ça dans l'absolu. Peut-être qu'il aurait fallu une ou deux semaines de plus, mais bon, malheureusement, Ulule n'autorise pas les prolongations tant que vous n'avez pas atteint le seuil. Donc, je ne pouvais pas prolonger. C'est comme ça, donc tout le monde a été remboursé. Déjà, c'est quand même la bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle, c'est que eh bien, le magazine va sortir malgré tout en PDF. Donc vous allez avoir la version PDF de Génération Saison numéro 11. Donc, tu as vu, Natacha, on a changé la couverture. Voilà, on a Mhm. fait quelque chose de plus joyeux, parce que par rapport au retour que j'ai eu, voilà, on s'attendait à ce que celle-ci fasse un peu peur. Donc, on est revenu sur quelque chose d'un peu plus joyeux tout en restant dans le même thème. Donc, il y aura la sortie de la version PDF que vous allez pouvoir commander directement sur le site Génération Cité d'Or. Et concernant la version papier, donc c'est elle finalement qui est impactée par le fait qu'on n'a pas pu atteindre ce seuil qu'on s'était donné pour pouvoir justement avoir bah, la trésorerie tout simplement, hein, pour imprimer les 200 numéros minimum qu'on voulait éditer. Eh bien, il y aura la possibilité malgré tout de commander donc le magazine au format beau livre. Donc j'espère que tu apprécies l'inversion d'image. Cette version beau livre, elle est en édition à la demande, donc là-dessus, on n'est pas limité. On n'a pas besoin d'avancer la trésorerie pour pouvoir l'imprimer. Par contre, la version beau livre, comme son nom l'indique, c'est une version beau livre, et le tarif est de 40 euros. Donc forcément, on n'est plus sur le même tarif que la version papier. Mais voilà, ça sera donc le dernier numéro de Génération Stéor, c'est comme on vous l'a expliqué. Après, on va tout simplement clôturer la société. Donc c'est pareil, si vous souhaitez avoir le beau livre, il faut profiter tant que la société existe, parce qu'après, on ne pourra plus le vendre le beau livre. Voilà. Donc, non, mais c'était quand même une chouette aventure. Et je tenais à remercier, eh bien, au moins les 58 contributeurs, hein, qui ont participé à, à- à la campagne. Donc, voilà, je montre les noms. Ben, tiens, je coupe un Marco Linux que je reconnais dans la liste. Antoforest aussi, qui est souvent dans le chat avec nous. Ben, Jean-Marie Benoît, Desbois, pardon, qui va commander comme les 10 premiers numéros l'a fait, la version Bolly. Voilà, il y a plein de gens que je reconnais, et je vous remercie tous d'avoir participé à cette aventure et de nous avoir soutenus. Voilà.
C'est vrai que si chaque Zamimi sont présents sur la chaîne avait participé, on en aurait vendu plus de 2000, 5000, 20 000. Mais bon, les gens ne lisent plus. Que voulez-vous, ma pauvre dame? Les gens ne lisent plus. Ouais. Ouais. Mais au moins, ils nous écoutent. Ouais, alors, et c'est presque le principal. Alors, autre petit rappel, le festival de Damian, hein, c'est bientôt, ex situ. Et puis, début juillet, vous avez le festival de la merveille et des mystères. Là aussi, il reste encore des places. Ça se passe en Normandie, à Livarot. D'ailleurs, je serai présent à ce festival, donc ça nous permettra de nous croiser si vous venez. Et ça se passe premier week-end de juillet. Voilà. Comme l'émission risque d'être longue, eh bien oui, elle n'a pas parlé depuis 2 semaines, vous imaginez? Ah On va en oui. avoir des choses à dire. Surtout bien cogiter et figure-toi, Antoine, figurez-vous les amis, je me suis dit que ça faisait un petit moment que je vous parlais de différentes choses, des dictatures douces, dictatures dures, les dictatures abouties, que j'avais évoqué des systèmes de manipulation. On avait vu ça, vous vous souvenez de l'émission sur, les tests ADN? Vous vous souvenez de la dernière émission, que j'ai faite avec Antoine, sur le sucre? Et là, je me suis dit, on va peut-être un peu clôturer le sujet, si ça vous va, si ça te va Antoine. Je vais expliquer des choses. Ah, On est très bien. parti? OK. Alors je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Il était une fois un homme nommé Élias. Il était enfermé dans une tour de verre, sans miroir. Une tour et donc dans cette tour, il croyait voir le monde. À travers donc les fissures colorées de ses parois. Et chaque matin, il regardait dehors et il voyait des ombres, des lumières déformées, des mouvements fragmentés. Il pensait qu'on lui montrait la réalité. Mais un jour, il comprit, cette tour n'est qu'un prisme. Et tu vois, poum, ça fait sens dans son esprit. Ses perceptions étaient filtrées, calibrées. Et ce qu'il voyait n'était pas l'extérieur, mais ce qu'on voulait qu'il voie. Et la question lui vint: suis-je vraiment libre? Or, ce que je crois savoir n'est peut-être qu'une image fabriquée. Alors voilà, vous savez les amimi, ce petit conte, il parle de nous parce que depuis des millénaires, nous avons de nombreuses traditions spirituelles, la gnose qui est un très ancien courant, hein. Les mystiques soufis, vous connaissez sans doute ce courant, du soufisme, donc de l'islam. Certains courants bouddhistes aussi, la kabbale, les philosophies ésotériques, plein d'autres. Ils nous rappellent une chose essentielle, l'être humain n'est pas juste un bipède bien habillé avec une carte bancaire. Non, non, non. C'est pas que ça. Il est multidimensionnel, conscient et libre. Il est capable d'aimer, de créer, de transformer, de se relier à quelque chose de plus vaste que certains appellent le divin. Rien que ça. C'est un peu comme un super-héros cosmique qui aurait oublié ses pouvoirs. Et justement, la manipulation commencerait là. Alors, en nous faisant croire qu'on est petit, impuissant, séparé, en nous coupant de notre intuition, de notre corps aussi, de nos sensations corporelles. Ça, c'est l'objet de mon travail. Je suis quand même thérapeute psychocorporelle et magnétiseuse. Donc, je peux vous dire que ça fait l'objet de mon travail. En nous coupant de la nature, des autres, en nous réduisant à un rôle dans un mauvais film, d'entreprise, tu n'es qu'un corps, mais sans s'attacher aux sensations. Tu n'as pas le choix, tu dois produire, obéir, consommer, te conformer. Charmant programme, hein, tu trouves pas Antoine? Oui, tu es d'accord, j'ai vu le oui. Historiquement d'ailleurs, cette stratégie a très bien fonctionné. On a beaucoup de systèmes de pouvoir qui ont prospéré grâce à 3 piliers bien rodés. Le premier, la peur, vous le connaissez. De l'autre, de soi,
je ne suis pas conforme et cetera, de la nature, de la mort, enfin voilà. C'est normal, hein, d'avoir peur à partir du moment où on est vivant, mais disons qu'on va s'en servir pour certaines choses. On ne va pas l'accueillir et le vivre. Donc la division, eux contre nous. On a les races, les religions, les genres, les classes, les nations, voilà, tous ces systèmes de division et aussi la fabrique du consentement. Coucou Noam Chomsky, on va en parler plus tard, où l'opinion publique est savamment orientée pour que tout soit bien et reste à sa place. Le but, évidemment, c'est maintenir le pouvoir d'une minorité sur une majorité. Et comment? En contrôlant les récits, les ressources et nos imaginaires. On est bien loin de nous sommes un être vaste, hein. Et aujourd'hui, on remet ça, version 2.0. Bienvenue dans l'ère numérique où les nouveaux outils, pardon, je suis un petit peu fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, où les nouveaux outils de manipulation s'appellent algorithmes, réseaux sociaux, IA, données personnelles. On a vu ça dans les autres émissions. Sans oublier la désinformation massive, parce qu'un peu de chaos, c'est toujours bon pour les affaires. Le produit désormais, ce n'est pas le café ou la voiture, c'est notre attention, notre perception du réel, notre psyché, rien que ça. Et dans ce bruit de fond permanent, on en vient à oublier les choses simples mais précieuses. Penser par nous-mêmes, parce que là, je vais vous montrer que c'est pas le cas. Ressentir ce qui est juste et surtout rester présent sans se laisser distraire, engourdir, diviser. Alors au final, la plus grande manipulation, c'est peut-être celle qui nous fait oublier qui nous sommes, qui nous fait oublier notre puissance intérieure, notre unité avec la vie et surtout notre liberté de choisir. Et là, franchement, ce n'est pas un complot, c'est une sacrée tragédie. Mais la réalité, qu'est-ce que c'est? Parce que avant même qu'on vous parle des médias, des algorithmes, des puissances financières, ce que je vais évoquer, hein, je vais évoquer ça avec vous et avec, Antoine. Il faut déjà vous dire un truc, allez, on a dit tout à l'heure, décoiffant, c'est une histoire de cheveux aujourd'hui. Votre cerveau vous ment. Gentiment, mais quand même. Savais-tu, Antoine, que le cerveau veut du sens tout le temps et que c'est un champion de l'interprétation? Tu le savais, on en avait déjà parlé, il me semble. Exactement. Je croyais que tu allais me dire: «Le cerveau veut du sucre», parce que je suis traumatisé depuis ta depuis ton émission d'il y a 2 semaines. Mais il veut aussi du sens, effectivement. Il veut pas du sucre en lui-même, mais OK, je vois ce que tu veux dire. Alors, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous croyez toucher, tout ça, ce n'est pas c'est pas la réalité brute, c'est une version interprétée, triée, compressée, un peu comme un fichier zip de vos 5 sens. C'est un fichier de vos 5 sens, il est réinterprété par le cerveau. En neurosciences, certains chercheurs parlent même d'hallucinations contrôlées quand même, hein. Notre cerveau prédit en permanence ce qui va se passer et il ajuste ensuite les sensations en fonction de ça. C'est un peu, je dirais, c'est un peu comme un GPS qui devine la route avant vous. Parfois il bug, hein. En tout cas, mon GPS à moi, il bug et mon cerveau aussi. Sauf que parfois, du coup, il vous envoie dans le fossé et donc je vais vous parler d'un exemple, mais complètement bluffant. Alors Antoine, accroche-toi. Chez je sais pas comment on prononce, Himba. C'est un peuple, en fait, c'est un peuple d'Afrique, de Namibie et la langue, donc leur langue n'a pas de mot spécifique pour désigner le bleu. Tu connais ça? Non? Non. Alors, résultat, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à distinguer le bleu des autres couleurs et enfin, surtout, par rapport au vert. Tu vois? Si tu mets, des ronds comme ça, des ronds verts, puis dans les ronds verts, tu as un rond bleu.
n'arrive pas du tout, enfin, ou quasiment pas à le voir. Et à l'inverse, il j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans la langue russe, on distingue 2 types de bleu. Le bleu, ben, plus clair et bleu foncé. Enfin, nous aussi, on a aussi, des distinctions de bleu, hein, et ils les repèrent apparemment plus vite que les anglophones. Alors la moralité de ce truc, c'est que non, ce que notre langue à nous ne nomme pas, notre cerveau peine à le voir. Est-ce que tu imagines ça, Antoine? Par exemple, les Grecs anciens, pour nommer la mer, pour nommer la couleur de la mer, ils disaient couleur lit de vin, parce que le bleu n'était pas nommé. Le lit de vin, c'est pas bleu, hein. Peut-être qu'ils le voyaient pas, peut-être qu'on voit pas les choses de la même manière. Je sais pas si tu connais cette histoire de robe là qui est passée sur internet, pendant des années. Ça, c'était intriguant parce que moi je l'ai fait avec ma famille. Chacun voyait, donc il y avait 3. Il y en a qui devaient la voir blanche, l'autre noire, l'autre jaune ou truc comme ça ou bleu, enfin je sais plus exactement toutes les couleurs. Et on les voyait, on voyait cette robe de façon différente, tu vois? Régulièrement sur internet, il y a ça, et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas la même réalité que l'autre personne. Si ça se trouve, moi, je dis, ça, bah, c'est bleu-vert et toi, tu vas pas du tout le voir bleu-vert, tu vois? Et tu vas me dire, ou alors ton bleu à toi, c'est un autre bleu que le mien. C'est intéressant. Et comme quoi, parfois, un mot crée aussi une perception, tu vois, par rapport à ce qu'on vient de dire. Et puis, il y a le système des biais cognitifs. Tout ça, je vous montre que ce sont les bases des manipulations, hein, comprenez bien, je ne suis pas en train de m'égarer. Je suis en train de vous montrer comment on fonctionne. Alors, voici quelques-uns de nos petits bugs mentaux favoris. On a le biais de confirmation. Par exemple, vous ne lisez que les infos qui vont dans votre sens. On fait tous un peu ça quand même. Exemple, vous êtes persuadé que le café est bon pour la santé, alors que certaines études disent le contraire. Poubelle. Bien d'ancrage maintenant. La première info reçue devient votre point de repère. Un resto affiche un menu à 100 euros, le menu à 60 semble raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre biais cognitif, ce qu'on appelle l'effet de halo. Vous voyez, il y a si une personne a l'air sympa, on suppose qu'elle est compétente. Spoiler, pas toujours. J'ai l'air très sympa. Et puis, vous connaissez la dissonance cognitive? Ça te dit quelque chose? Ouais, tu en as déjà parlé. Ouais, la dissonance cognitive, c'est un petit peu ce moment gênant où vos croyances et vos actions se contredisent. Alors, dans ces cas-là, votre cerveau panique. Un petit exemple, vous pensez que fumer, c'est mauvais, ou vous pensez que manger du sucre, ce n'est pas bon pour votre cerveau. Mais vous fumez, ou mais Antoine mange du sucre. C'est faux, Ou je même. fume. Alors, votre cerveau cherche une excuse à ce moment-là. Oui, mais j'ai une vie stressante. Résultat, il adapte vos idées pour réduire l'inconfort. Autre exemple, mais un petit peu plus collectif cette fois. On nous dit que la planète est en danger. Vous connaissez tout ça. Mais on prend l'avion pour un week-end à Lisbonne. La solution du cerveau? Bah, je trie mes déchets, ça compense. Heu, Pas vraiment, mais bon. Là-dessus, en même temps, moi, j'ai beaucoup à dire, sur le greenwashing. Je ne dirai rien dans cette émission parce que je suis un petit peu énervée aussi, sur le fait de nous faire porter à nous la responsabilité de trucs qui, à mon avis bon, voilà. Alors, la petite conclusion intermédiaire de ce chapitre que je viens de développer, notre cerveau déjà interprète, simplifie et se protège, et c'est cette fragilité
qui rend la manipulation si facile. J'étais obligée de vous raconter ça parce que si vous ne connaissez pas ça, vous n'allez pas comprendre comment ça fonctionne pour la suite. Or, c'est très important parce que l'opinion, mes amis, mes amis, Antoine, ça se fabrique. Si votre cerveau est déjà un peu biaisé tout seul, de base, alors imaginez ce qui se passe quand des gens décident de vous aider à penser à leur façon. Je vais vous parler d'Edouard Bernays. J'en ai déjà parlé plein de fois. C'est le papa de la propagande moderne. En 1928, notre cher Édouard Bernays, qui est neveu de Freud, je le rappelle, il a écrit un bouquin. J'ai déjà parlé un petit peu de ça, mais là je développe parce que ça fait le fondement de tous ces systèmes de manipulation. Je suis désolée, je reviens dessus, mais je pense qu'il faut que vous le sachiez. Donc son livre, c'est Propaganda. Alors, il y dit en substance, hein, je ne sais pas, totalement ces mots, mais c'est la manipulation consciente et intelligente des opinions des masses est un élément important dans les sociétés démocratiques. C'est dit direct, hein. Ouais, ouais. Oh, c'est dit avec calme, presque avec tendresse. L'idée, c'est que si on ne veut pas que la société parte dans tous les sens, il faut canaliser la pensée collective. Et si nos opinions n'étaient pas vraiment les nôtres, si derrière le rideau de notre liberté d'expression se cachaient des ingénieurs du consentement, bah, c'est toute la thèse d'Edouard Bernays en réalité, parce que pour lui, des personnes invisibles fabriquent le sens commun en orchestrant l'opinion publique à coups de propagande. Elle ne dirige pas les foules par la force, non, mais elle dirige par l'idée. Elle façonne nos pensées, nos valeurs et jusqu'à nos réactions citoyennes. Et Bernays, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne l'oublions pas, c'est le neveu de Freud. Il a simplement trouvé le divan contre le marché. Et ce qu'il a inventé, bah, ça a changé la publicité pour toujours, en fait. Avec lui, il ne s'agit plus de vanter les mérites d'un produit. Il faut créer du désir. Vous voyez là où je veux venir? De la symbolique, de l'adhésion émotionnelle. Bref, il ne faut plus supplier le client d'acheter, mais le pousser à vous supplier de lui vendre. Vous voyez Apple, par exemple? C'est une révolution. Alors, en 1929, il a quand même poussé les femmes américaines à fumer en rebaptisant la cigarette la torche de la liberté. C'était un geste féministe, d'après lui. C'est une belle manipulation, d'après d'autres. Dans les années 1950, il travaille d'ailleurs pour la United, je sais plus, Fruit Company, je crois. Et son action médiatique a préparé le terrain au renversement du gouvernement guatémaltèque. C'est un coup d'État soutenu par la CIA. Et là, on est dans le pouvoir de l'image au service d'intérêts bien précis. Alors, dans son livre Propaganda, Bernays ne cache rien, hein, vraiment, il faut aller le voir. Il y décrit comment manipuler les masses avec des récits, des symboles, des experts et une bonne stratégie. Alors, influence ou manipulation? Créateur de démocratie ou marionnettiste des foules? Une chose est sûre, sans Bernays, notre monde médiatique n'aurait pas du tout le même visage. Et ça fait réfléchir. Parce que comment fabrique-t-on l'opinion? Il faut déjà le langage. Un mot change tout. Exemple, colonie versus territoire occupé. Ça vous dit quelque chose? Réforme versus casse sociale. Le mot qu'on choisit oriente l'émotion. Les experts aussi, alors en petit 2, ça c'était le petit 1, c'était le langage, les mots choisis. En petit 2, ce sont aussi les experts officiels. Certains sont omniprésents devant les médias, d'autres invisibles. Exemple, un prix Nobel sur le climat qui alerte, on l'entend. Mais un paysan local qui constate les dérèglements, beaucoup moins. Et là, je cite que cela. Il s'est passé des choses dans le passé. Petit 3.
Le consensus fabriqué. Alors je vous parlais de Chomsky tout à l'heure. Chomsky et Herman appellent ça la fabrication du consentement. Nous avons les médias dans cette histoire. Les médias, vous allez voir, ils passent par 5 filtres. Qui les possède? Qui les finance? La pub. Quelles sont leurs ressources? Ce sont les 5 trucs, hein. Quelles idéologies dominent et qui est l'ennemi utile? Vous avez à peu près tout. Alors après, je suis allée voir du côté des réseaux sociaux parce que vous retrouvez, l'émission, Vous êtes le produit, vous vous souvenez sur, l'émission, sur les tests ADN. Bon, je vais vous reparler de ça. Tu t'en souviens Antoine? Ça t'a marqué? J'étais là. Ouais, tu étais là. Est-ce que vous pensiez être libre sur internet? Vous pensiez choisir les bonnes informations? Bien sûr, vous pensez qu'on vous ment peut-être pas, que vous allez voir des réseaux où on dit des choses, je sais pas. En fait, vous êtes surtout mesurable, traçable, prédictible. Les algorithmes vous montrent ce que vous aimez déjà. Ils créent une bulle de confort cognitif. Et le résultat, c'est que vous ne voyez plus que des gens qui pensent comme vous. Et si vous en sortez, ça pique. Alors, mmh, comme le dirait, Tristan Harris, vous vous souvenez, celui dont j'ai parlé, déjà dans une autre émission, l'ancien de Google, quand il dit: «Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit». Les médias façonnent notre perception du réel, quels que soient les médias, nous aussi. Et oui, et selon Noam Chomsky et Edward, Herman, donc les auteurs de La fabrication du consentement, hein, 1988, je crois la date. Les médias de masse, loin d'informer objectivement, remplissent des fonctions de propagande dans les démocraties libérales. Alors oui, vous avez des médias alternatifs, mais faites là aussi attention, parce que là aussi, ils peuvent être investis par d'autres pouvoirs. Ils sont pas dupes de ce qui se passe. Pas nous, par contre. Nous ne sommes pas payés, n'est-ce pas Antoine? Non, mais alors, vraiment, si vous insistez et que vous voulez, nous donner une petite pièce, pour, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait placer comme produit? Des bigoudis, tiens. Voilà. Si vous voulez voir, Natacha avec des bigoudis, Non, je refuse d'être un objet. Je ne ferai pas ça en étant payée. Je peux le faire si ça me fait marrer, par contre. non, en tout cas, Mais, moi, ça me ferait marrer. mais moi, je ferai pas des non, franchement, je ferai pas ça, Non, je suis mais pas un objet, pourtant, non. regarde-moi, des bigoudis, j'en ai mis tout le temps. Oui, mais tu es pas payé pour. Bah non, je suis Ce pas que je payé veux pour. dire, c'est que tu soulèves un truc, important. Alors on va digresser un petit peu, mais il faut pas trop parce qu'on ça va être une mission trop longue. Mais vous avez quand même, des personnes sur internet ou sur Instagram qui, se mettent en scène et ils font des choses, en étant payés. C'est non, on n'est pas des objets, en fait. Donc moi, je ne ferai jamais ça. Je ne mettrai pas des bigoudis si vous me payez, même très cher, je m'en fous. Par contre, si ça me fait marrer, je le ferai. Alors, nos amis, donc ceux dont je parlais là, ils identifient 5 filtres qui biaisent l'information. La propriété des médias, bien évidemment, détenus par les grands groupes, hein, financiers ou industriels, raison pour laquelle je disais qu'on n'est pas payé. En tout cas, moi, je ne suis pas payée, hein, que dalle, si vous croyez. Antoine, nous allons régler ça entre nous. Donc 2, il se dit: «Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte?» C'est ça, et la révolution en direct. Mais nous ne sommes pas une société, privée, ma bonne dame. Je viens de mettre fin à la collaboration avec la revue Infinité, hein, donc Ah! je tape du poing sur la table un petit peu, je ne dirai pas pourquoi, mais voilà. Donc petit 2.
La publicité, dans les points là, hein, que je voyais, la publicité comme principale source de revenus. Ben oui. Les sources officielles, petit 3, les sources officielles aussi, souvent gouvernementales ou corporatistes. Petit 4, les contre-feux idéologiques comme, je sais pas, par exemple l'anticommunisme dans certains pays autrefois, ou l'antiterrorisme aujourd'hui, par exemple, hein, bon. Petit 5, la dissuasion des voix critiques qui sont marginalisées ou ridiculisées. Ça, c'est un outil très puissant de manipulation. À chaque fois qu'il y a une voix dissidente, on va mettre une étiquette sur cette voix en disant, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, complotiste. Comme ça, on fait taire la voix et on n'écoute pas. Elle est marginalisée, critiquée. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça produit tout ça? Bah, ça produit un récit dominant qui est façonné par quoi? Par les intérêts du pouvoir économique et politique. C'est une évidence, mais je le rappelle. Donc, on va noter que on va nuancer. Cette analyse, pour moi, je la trouve un peu pertinente. Elle peut être un peu datée quand même, hein, parce qu'elle est prolongée aujourd'hui, par d'autres travaux, le travaux sur, Shoshana, je crois, si je dis pas de bêtises, Shoshana Zuboff, si je dis des bêtises, vous me reprenez dans les commentaires, sur le capitalisme de surveillance et puis, Régis Debray, je crois, hein, sur la médiologique, enfin vous vérifiez, je dis peut-être des bêtises parce que là, c'est des trucs que je vois, mais je mélange peut-être. Alors, on a maintenant, j'ai amené un petit peu les choses, on arrive au pouvoir qui, on va dire, on va gouverner par la peur et l'ignorance. Vous connaissez Machiavel? Tu connais Machiavel. Depuis Machiavel, on sait que le pouvoir se consolide par 2 leviers, ce que je viens de vous dire. La peur, l'ennemi extérieur, la menace intérieure, le chaos à éviter. Ça, c'est pour gouverner. Le deuxième levier, l'ignorance. C'est pas un manque de savoir, hein, mais c'est une absence de discernement critique. Ce pourquoi j'ai fait tout un truc sur le sucre. Je vous jure, ça a du sens. Vous comprenez peut-être pas pour ceux qui n'ont pas vu l'émission sur le sucre. Vous le verrez, le sucre caramélise notre cerveau. Je dis pas plus, je vous ramène à l'émission sur le sucre. Alors, le pouvoir ne veut pas que vous pensiez, mais que vous croyez, selon Howard Zinn, qui est, il me semble, historien. C'est la base, mes amis, c'est la base. Alors, dans les démocraties modernes, le pouvoir ne réprime plus ou peu en fait, très peu. En tout cas, il réprime plus directement. Il influence subtilement les désirs, les peurs, les récits. C'est la biopolitique analysée par, si je dis pas de bêtises encore une fois, Michel Foucault. On ne vous dit pas: «Tu dois», on vous amène à vous dire vous-même: «Je veux» et puis «Je crois» aussi. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit, même sur les médias alternatifs. Même ce que je vous dis moi, allez vérifier. Exemple concret, vous avez des décisions économiques ou sanitaires qui sont présentées comme scientifiques, alors qu'elles sont souvent politiques et stratégiques. La gestion d'une certaine crise, est-ce qu'on a le droit de dire le mot On a le droit de tout, mais bon, on peut se faire ban pour 3 fois moins que ça. Donc cette gestion a révélé une confusion entre expertise et autorité. Ça vous dit rien? Maintenant, le petit pôle, finance, ou le vrai pouvoir sans visage. L'argent n'a pas d'odeur, mais il a une voix. Et elle parle plus fort que tous les autres. Le pouvoir financier ne se contente pas d'influencer les États, il les traverse, les dirige ou les contraint, même via les médias. En 2020, selon Oxfam, les 1% les plus riches possédaient plus de richesses que les 99% restants.
Alors, les grandes firmes technologiques, hein, les GAFAM, disposent d'un pouvoir supérieur à celui de nombreux gouvernements. Vous vous rendez compte de ce qu'ils peuvent donc faire avec même ne serait-ce que les médias? Les marchés financiers imposent des politiques d'austérité comme, par exemple, l'a vécu, la Grèce. Hem, vous vous souvenez de ça? La vraie manipulation, à part celle de notre cerveau, des médias qu'on a vus, bah, c'est peut-être aussi là, hein, faire croire que la démocratie décide alors que ce sont les marchés, les agences, de notation, les lobbies qui dictent l'agenda. Faut plus fermer les yeux à tout ça. Maintenant, je voulais aussi parler de l'éducation, parce que l'éducation, c'est quand même former les citoyens ou formater des travailleurs. Tu savais, par exemple, Antoine, que, si on met, des sonneries, des cloches là, tu vois la sonnerie, pour, marquer les temps dans les lycées, les collèges. Tu Oui. savais que c'était pour habituer les gens à, aux sonneries des usines, que c'était repris pour ça, Mmh. au départ? Au départ, d'accord, pourquoi pas. Mmh. Former les travailleurs de demain. Est-ce qu'on nous forme à développer réellement des esprits critiques à l'école? Moi, j'ai eu un prof, qui m'a complètement bluffée. J'étais en licence de droit, oui, parce qu'avant de faire, mon truc de psycho, j'ai fait un master de droit et à l'époque, j'étais donc en licence et dans cette licence, j'avais pris une matière qui était la science politique. J'ai eu un prof qui était juste extraordinaire. Il nous a pas fait un cours, il nous a fait réfléchir et il nous a dit: «Lisez 3 bouquins». 1984, donc de George Orwell, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et Le Seigneur des Anneaux. Je vais y venir. Alors, l'école devrait développer la pensée critique, pas la soumission au système. Et ça, il y en a un autre à part moi qui le pense, c'est Ken Robinson. Encore une fois, vous vérifiez mes infos. L'éducation, dans de nombreux pays occidentaux est souvent conçue, selon moi, pour reproduire les inégalités sociales et là, il y a quand même, selon moi, mais je me base un petit peu sur le travail de Bourdieu, hem, on y s vous irez voir. Donc l'éducation, scolaire, c'est aussi fait pour préparer à l'emploi, mais pas évidemment, pas du tout à la vie intérieure ou collective. C'est pas fait pour, hein, je vais pas critiquer, c'est juste pas fait pour. C'est fait pour valoriser la compétition, la performance, mais aussi la conformité. Parce que pour des gens qui sont uniques, comme nous le sommes tous, on a du mal à se conformer à ça. Pour ma part, moi, l'école, j'en ai pas du tout un bon souvenir. J'ai fait des études très longues, mais j'en ai pas un bon souvenir. Je parlais de l'école, Antoine. En as-tu un bon souvenir? De l'école, oui. D'ailleurs, c'est sur cette période scolaire, je crois de quatrième, où j'ai lu, bah, les 3 livres que tu as cités. Donc, Le meilleur des mondes, que j'ai quelque part par là, mais je crois que c'est dans ma bibliothèque en bas, donc je vais pas aller le chercher. 1984, ah tiens, je vous montre là une petite version Ah! BD qui est super. Voilà. Et puis, bah, forcément, hein, je suis obligé de vous montrer une très belle collection du Seigneur des Anneaux. Mais figure-toi que tout ça, je les ai découverts grâce à l'école. C'était en quatrième. Waouh! Ah, tu as eu beaucoup de chance alors, parce que moi j'ai attendu d'être en fac. Mais génial, bravo à ton prof, s'il nous écoute, tu lui enverras cette émission. Alors il me réconcilie avec, le système scolaire parce que vraiment ça a été dur pour moi. C'était ennuyeux au possible, vraiment. Alors, selon l'essayiste Ivan Illich, dans une société sans école, l'école est un outil de dressage social qui remplace la curiosité naturelle par un conditionnement hiérarchique. Tu vois? Il est à peu près comme moi. Moi, j'avais un peu cette façon de voir. Mais ton prof nuance mon propos. Merci à lui. Or, évidemment, si vous contrôlez ce que l'enfant apprend, vous influencez ce qu'il deviendra.
ce qu'il pensera être possible, ce qu'il acceptera comme normal. Je vous renvoie au début de l'émission où je parlais de la couleur bleue et des mots qui font que ça existe pour nous dans notre tête. C'est la même chose pour le reste. Ne l'oubliez jamais. Donc, c'est une boucle qui s'auto-entretient en fait. L'éducation façonne les citoyens obéissants, les médias orientent les opinions, le pouvoir politique canalise leur colère, leur volonté, la finance profite de leur inertie. Comment on se sort de tout ça? Le tout forme un système auto-réplicatif qui neutralise toute volonté de transformation profonde. Hem, Tu te souviens Antoine, dans la Rome antique, on disait qu'il fallait donner du jeu au peuple. Je crois que c'était ça, hein, pour qu'ils puissent canaliser leur, oui, leur colère, leur excitation, leur machin. On les C'est ça. focalisait sur Le peuple des avait besoin de pain et de jeu. de pain et de jeu. Bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'on fait? On on nous abrutit avec un tas de choses. Bon, alors, il y a peut-être des éléments quand même, attention, hein, dans ce que je viens de dire, il y a des éléments à nuancer, à vérifier. Vous vérifierez. Heu, il y a peut-être certaines lectures, critiques, comme celle de Illich, Chomsky, Foucault, qui sont quand même un peu, pour moi, idéologiquement marquées, même si elles sont riches, mais elles doivent aussi, pour ouvrir votre esprit, être croisées avec d'autres sources. Il faut faire sa propre analyse. Il y a parfois évidemment les travaux sur la manipulation par l'éducation, par les médias, peuvent être aussi instrumentalisés par des théories, que l'on peut nommer, avec le mot étiquette, Mmh. complotiste et cetera. Bon, Je te fais juste une petite digression. Tu sais quelle est la dernière, manipulation justement de Macron autour des médias? Est-ce que tu en as ah non, entendu parler? Non? Eh bien, non, c'est non. Emmanuel Macron, qui veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France pour, des Mmh. raisons de sécurité, hein, et s'il est revenu là-dessus, justement là quand, il y a la jeune assistante d'éducation, de 31 ans qui se fait poignarder, par un collégien. Donc c'est revenu, de suite sur le devant des médias, il faut, contrôler, l'âge des jeunes qui vont se mettre sur les réseaux sociaux, car ce sont les réseaux sociaux qui créent et qui génèrent tout ça. Heu, donc là, sur le papier, c'est oui, c'est très bien. Effectivement, les réseaux sociaux, ont maintenant, je pense, de plus en plus de monde ont conscience que, voilà, c'est vecteur de beaucoup de choses qui sont pas forcément très très saines. Mais en réalité, c'est pas les jeunes de moins de 15 ans qu'ils visent, c'est le reste, Les ce sont réseaux les so adultes. Parce que pour pouvoir prouver que tu as moins de 15 ans, il va falloir, que tu as plus de 15 ans, il va falloir que tu le prouves de 2 façons différentes. Donc soit reconnaissance faciale, et encore, ça va pas suffire parce que tu peux toujours du coup, au moment de t'inscrire, dire à ton grand frère: «Hop, tiens, vas-y, mets ta tête devant l'écran, pour qu'on pense que je suis un adulte». Et après la deuxième, c'est, la carte d'identité. Mais donc on va pas demander ça aux plus jeunes, on va demander à tout le monde parce que s'il suffit de dire: «Bah, j'ai plus de 18 ans» pour pas montrer sa carte, bon, c'est ce que font aujourd'hui, tous les gamins. Ils mettent qu'ils ont plus de 18 ans et puis ça passe. Donc en fait, ils sont en train d'instaurer ça sous couvert de protéger les jeunes, de dire: «Il faut que les jeunes, puissent démontrer qu'ils ont moins ou plus de 15 ans pour pouvoir accéder ou pas à certaines, réseaux sociaux». Mais en réalité, ce ne sont pas les jeunes qui sont visés, c'est tout le reste, tout ce qui est autour, qui vont ouais, devoir comme prouver qui ils sont pour pouvoir, finalement continuer à gentiment faire ce qu'ils faisaient sur leurs réseaux sociaux. ouais, comme ça on suit ce que nos activités, bah, bien sûr. Exactement. Ah, il est c'est enfin, c'est terrible. Il est évidemment essentiel de distinguer, dans tout ce qu'on dit, hein, la critique documentée de la paranoïa généralisée, mais je crois qu'il faut quand même s'alerter. Tu as raison de nous dire ça aussi, Antoine.
Alors pourquoi ça marche tout ça? Bah, parce que notre cerveau aime que ça aille vite. Il n'aime pas se contredire et surtout, il veut rester dans le groupe. Je reviens à mon petit cerveau parce que c'est lui l'histoire, c'est lui qui fait tout en fait. Parce que on croit ce que tout le monde dit, ou presque. On doute rarement de ce qui est répété. Bah oui, parce qu'il suffit parfois qu'on répète 10 fois quelque chose pour que ça soit quelque chose de vrai et que le cerveau, l'adopte comme vrai, c'est un autre biais. Et on rejette ce qui nous dérange, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors comme le disait le philosophe et sociologue Jean Baudrillard, l'opinion publique, ce n'est pas un état d'esprit, c'est une mise en scène. C'est important. On va faire quoi maintenant? Bah, on va apprendre à douter sans devenir cynique, on croise les sources, on vérifie ces sources aussi. On écoute aussi ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est important. On ne coupe pas l'autre parce qu'il ne pense pas comme nous, même si, hein, même si on n'est pas d'accord. Surtout, on garde notre sens de l'humour. Parce que oui, parfois rire, c'est déjà un acte de ce que je vais appeler résistance. C'est presque un acte de foi dans notre monde. Ça met de la distance et je reviens à mes outils, les outils de la fabrication dont je vous parlais. Il y a le cadrage, un mot, ça change tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il faut vraiment voir ça. Manifestants ou casseurs, opération militaire ou invasion, vous voyez, c'est pas la même chose. On dit opération militaire ou on dit invasion, c'est pas pareil. Je répète, le langage oriente la pensée. On a les experts, attention, ce sont, toujours les mêmes qui sont invités. Je répète, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce sont toujours les mêmes qui sont invités sur les plateaux, d'autres n'existent même pas. Je fais un petit résumé, hein, le consensus fabriqué, la fabrication du consentement. Donc, vous voyez, hein, les médias qui passent par les saintes filles dont on a parlé tout à l'heure. Bon, je reviens pas trop là-dessus. Hem, Tu sais, on Natacha, va je vais peut-être ouais. devoir faire un mea culpa, hein. Même moi, à mon niveau, je fais de la manipulation. Bah oui, regarde le nom de cette chaîne, tout simplement. Miasme TV. Eh bien, demande aux Amimi maintenant, lorsqu'ils entendent le mot miasme, si est-ce qu'ils pensent à, à cette maladie insidieuse qui se propage, etc. Bah, les Voilà. miasmes, c'est les Oui, miasmes. c'est tout ce qui est, voilà, c'est tout ce qui, Mais c'est exactement, la là. contagion de plein de choses. Eh bien non, maintenant, quand ils entendent le mot miasme, ils se disent, ah, oui, mais miasme, c'est une très bonne chaîne YouTube. Et puis ceux qui connaissent pas, ils vont dire, mais non, c'est des trucs tout pourris qui sortent du nez, les miasmes. Voilà, tu vois. Donc même moi, à mon niveau, j'ai fait de la manipulation et j'ai changé le sens d'un mot dans la tête des gens. Donc imagine alors Mais pour toujours, tu es associé à des trucs qui 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 sortent sont du nez. Eh bien non, je, je suis associé à l'information contagieuse. Voilà. oh, joli! Alors partagez vos miasmes, hein? Donc selon Shoshana Zuboff, nos données sont extraites non pas pour vous vendre une chaise, mais pour vous prédire et pour modifier vos comportements. Parce que vous êtes, oui, oui, vous êtes un produit dérivé de vous-même. On vous vend à vous-même. C'est magnifique. Donc, mesdames et messieurs, les amis, monsieur Antoine, bienvenue depuis tout à l'heure dans cet épisode où on explore au final les différentes formes de dictature. Non pas pour le plaisir du frisson, mais pour y voir plus clair, c'est vraiment le but, c'est d'éclairer. Parce que comprendre les formes du pouvoir, c'est reprendre un peu du sien. Alors commençons par la plus connue, la dictature dure. Tu me ressors ta BD? Donc la dictature 1984, dure, c'est ce qu'explore avec ici 1980. le fameux logo, quoi, le fameux dicton, Big Brother, it's watching you. Oui, parce que Big Brother, ce n'est pas le titre d'une émission de télé-réalité. C'est un titre, c'est pas un titre, c'est le nom
de dans 1984, on est obligé d'avoir la télé allumée constamment. Et c'est Big Brother, bon, il y a sous toutes ses formes, is watching you, Big Brother vous regarde, il vous regarde constamment. Alors c'est une dictature dure, comme on en voit dans les livres d'histoire, avec les murs en béton, vous vous souvenez dans certains épisodes de notre histoire, humaine, on a des goulags, des chars, le pouvoir y est absolu, sans partage, pas d'élection libre, pas de presse indépendante et quand quelqu'un ose dire non, il disparaît. On voit ça aussi, hein, dans 1984. Au mieux, il va en prison, au pire, vous savez. On a l'ex-URSS, hein, de Staline, l'Allemagne nazie, le Chili de Pinochet aussi, l'Irak de Saddam Hussein et bah, vous avez aujourd'hui encore la Corée du Nord. C'est un contrôle absolu, total, frontal, brutal, sans phare. La peur, c'est l'outil central. Elle tient le peuple en laisse. C'est même terrible. J'avais vu un documentaire, oh j'ai fini en larmes, sur un documentaire sur la Corée du Nord. C'était édifiant. Il faut le voir. Mais il existe une autre forme, bien plus subtile, une dictature douce. Alors là, c'est le bouquin de Aldous Huxley, par exemple, Le meilleur des mondes. Elle ne vous emprisonne pas, elle vous occupe, elle vous séduit, elle vous distrait, elle met des écrans partout, vous parle de liberté, mais elle vous enferme dans des récits qu'elle contrôle. Elle ne frappe pas, elle influence. Elle ne menace pas, elle rassure. Vous avez des médias un peu verrouillés, vous avez, une surveillance, algorithmique, démocratie sous sédatif. Alors chez nous, hein, certains philosophes affirment, qu'un totalisme soft s'installe quand même dans certaines démocraties, avec des influences invisibles, du conformisme généralisé, un langage aseptisé et un mot d'ordre: «Ne pas déranger l'ordre». Et Foucault appelait ça la biopolitique. C'est un pouvoir qui ne frappe plus les corps, mais façonne les comportements, les peurs, les désirs. Et puis, il y a la dernière forme, la plus aboutie, la plus redoutable. C'est la dictature aboutie, la dictature intégrée. C'est celle qui ne vous impose plus rien, parce que vous l'avez déjà acceptée. Pire, vous la voulez, vous la désirez. On ne vous surveille plus, vous, vous surveillez. On ne vous censure plus, vous vous censurez. On ne vous enferme plus, vous portez la cage en vous. Le pouvoir est devenu invisible, presque élégant. Mmh. Et on se fait des autorisations de sortir. Non, ça encore, c Ah, tu c'était pas on n'est pas dans la dictature aboutie, mais on y arrive d'accord. parce qu'elle est surtout désirable. Orwell en rêvait, Huxley l'a imaginé et aujourd'hui, la technologie la rend possible. Nous sommes connectés, géolocalisés, profilés et souvent parfaitement consentants. 3 formes de dictature, 3 visages du contrôle, dure, brutale, sanglante, visible, douce, subtile, culturelle, séduisante, on est plutôt là. Mais maintenant on arrive à abouti, internalisée, elle est internalisée, acceptée joyeusement, revendiquée même. Mmh. Alors, Et tu sais quoi? C'est finalement c'est la dictature du voisin. C'est vrai que c'est plus la dictature de la hiérarchie, mais la dictature du voisinage. Et je vais te donner un exemple à ça qui m'est venu. C'est une pensée qui m'est venue ce midi en voyant un petit reportage en déjeunant où c'était un maire qui
flasher en fait des camions qui passaient dans sa commune. Alors qu'ils passaient, ils n'avaient peut-être pas le droit de passer, vous allez un peu trop vite, etc. Et il avait une application sur son téléphone. Il était connecté à un réseau officiel. Donc, il prenait la photo du camion, il mettait son commentaire, etc. Et du coup, le camion allait être verbalisé. Donc, c'était même plus des gendarmes qui faisaient ça, c'est même plus des caissons de radar automatique. Tu vois, voilà, c'était encore une représentation, on va dire, officielle. Mais quand j'ai vu ce reportage, je me suis dit, mais ça y est, on y va, mais on y va tout droit. C'est-à-dire que demain, ça va être monsieur, madame, tout le monde, ton voisin, la personne que tu vas croiser au supermarché ou quoi que ce soit, qui, parce que selon elle, tu vas avoir fait quelque chose qui contreviendrait à la loi, ouf, prend le photo et te dénonce comme ça. C'est la dénonciation, on peut appeler ça comme ça. Et on va y aller. Et en fait, ça sera le citoyen lambda qui fera la police de tout le monde. Et en fait, c'est vraiment là-dedans où on va. Parce qu'on va avoir les outils technologiques qui vont permettre de le faire, sous couvert Waouh! d'anonymat d'ailleurs. Alors, où en sommes-nous? Sommes-nous encore capables de repérer la dictature quand elle ne se montre plus? Quand elle se camoufle dans le confort, l'info en continu, ce que tu dis, les selfies aussi, les abonnements premium et en fait, si la vraie question, ce n'est pas: «Sommes-nous libres?» mais plutôt: «À quoi ressemblent ces chaînes qu'on ne sent plus?» Alors là, moi je vais vous remercier pour m'avoir écouté si longuement et surtout restez curieux, restez libre, même dans les petits gestes, même quand on vous dit que vous l'êtes déjà. Soyez conscient de vos chaînes. Ouais. Et comme dirait Higelin, les connaisseurs apprécieront, le fil à la patte du caméléon, comme dit mon ménate, c'est bel et bien bon. C'est pour conclure sur de façon un peu plus légère. Très Ah belle, oui, oui. très beau sujet, Natacha. Alors surtout les amis en amont de cette émission, on me fait oui, je n'ai pas eu trop le temps de tout préparer. Ça va être vite fait. Bon, mais Natacha, il me reste plus que 5 minutes de parole. On va faire vite alors, hein. Je Non, suis désolée. c'était super intéressant. Et je pense que nos amis apprécient à sa juste valeur. Bah, Et du ce sont pas des infos un peu, fantastiques et tout ça, mais je trouve tellement important dans ce monde-là coup, de dire ça. Après, je vous promets, je vais dans des infos un peu plus, mais là, il fallait que je vous dise tout ça. ok. Voilà. On va changer catégoriquement de sujet, les amis. Et je vais revenir sur cette très longue émission que j'ai faite avec Marie Roca, qui était passionnante, hein. D'ailleurs, je tiens à féliciter sur le live qui a commencé plus tard, parce que l'émission était tellement longue que j'ai beaucoup, beaucoup de gigas à charger. Et j'ai une ADSL, pour ceux qui s'y connaissent en informatique, à 5 mégabits en download et 0,8 en upload. Donc vous voyez le temps que ça peut prendre de charger une émission aussi longue. Du coup, elle a commencé à 23 heures, elle a fini 3 heures plus tard, voilà, à 2h, à 1h45 exactement du matin. Je tiens à féliciter tous ceux qui sont restés jusqu'au bout parce que voilà, c'était sympa. Marie Roca, elle est passionnante. Alors elle m'a dit après que de toute manière, elle nous fera une autre émission. Là, elle avait parlé de tout ce qui lui a été arrivé d'assez néfaste dans sa vie, hein, parce que pour ta faire courte, Natacha, tu avais eu le temps d'écouter. Elle nous a parlé de mauvais œil qui lui avait été lancé quand elle était déjà dans le ventre de sa mère, et puis tout ce qui lui est arrivé, c'est impressionnant. Euh, et voilà, elle m'a dit qu'elle fera une autre émission où, au contraire, là, elle montrera le côté clair, clairvoyant, quoi, clair de la force, avec toutes les belles choses qui lui sont arrivées. Donc, on fera un enregistrement dans ce sens-là. Et dans ces histoires quand même assez particulières, elle nous a parlé à un moment donné d'un événement qui lui est arrivé il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, euh, où elle, comment dire, elle se réveille en pleine nuit, elle dort.
avec son mari à côté, lui se réveille pas, et elle sent comme une sorte de présence dans sa chambre, et il semble me rappeler qu'elle me parle d'un hurlement que logiquement, tu vois, son mari aurait dû entendre, et qu'elle est la seule à entendre, et elle voit une bête qui est limite démoniaque dans sa chambre, et finalement qui est mis en fuite. Alors, et c'est fou parce que l'émission, je l'ai quand même faite entre le montage, l'enregistrement, etc. Je l'ai quand même vu plusieurs fois, et je me rappelle plus, tu vois, ce passage d'ailleurs, je sais plus comment cet être maléfique est mis en fuite, mais il est mis en fuite par ce qu'elle a appelé le gardien du seuil. C'est-à-dire que visiblement, elle a mis en place dans sa maison ce qu'elle appelle un gardien du seuil. Et ce gardien du seuil veille justement donc sur sa maison et sur ses occupants. Et d'ailleurs, elle nous parle après d'un autre événement où elle part en vacances, et puis quand elle rentre de vacances, il fait nuit, elle est en voiture avec son mari et sa fille. Et quand ils arrivent devant chez elle, ils voient tous, pour le coup, une espèce de lumière orangée au niveau du seuil de la porte. Et donc son mari le voit aussi, hein, cette lumière orangée. Et puis, au moment où ils sortent de la voiture et qu'ils s'approchent de la maison, la lumière disparaît. Et donc, pour elle, car en plus elle a des dons de voyance et de médiumnité, pour elle, c'était son gardien du seuil qui était là, qui se manifestait, qui avait protégé la maison pendant leur voyage. Et d'ailleurs, ils ne se sont jamais fait cambrioler, alors que des maisons autour sont faites cambrioler. Du coup, moi, j'avais encore jamais entendu parler de cette notion de gardien du seuil, ou alors, en tout cas, pas dans ce sens-là, dans le sens de protection de maison. On parle de gardien du seuil dans d'autres situations où c'est plus un gardien qui est là pour protéger la connaissance et de faire passer des épreuves, etc. Et là, on est plus dans... Oui. Tu as, Natacha Calestrémé qui parle des bah, elle c'est pas elle qui le sait, elle, Natacha Calestrémé, elle a fait le même boulot que moi, c'est-à-dire qu'elle a interviewé des gens. Et tu as des médiums qui parlent du gardien du lieu, puis tu as surtout des traditions asiatiques qui ont beaucoup ça. Donc il est conseillé, en fait, de même saluer ton gardien du lieu, avant de, ça paye pas de mine, peut-être, tu vois? Mais c'est pas grave, on le fait, avant de d'investir un lieu, on le respecte, on lui dit, on se présente, on met une petite, si tu veux, une petite bougie et cetera. Et apparemment, certaines traditions asiatiques le font régulièrement, et puis, c'est un peu pour protéger. Puis elle cite des histoires. Elle cite des histoires et des occidentaux qui, dans certains pays asiatiques où justement c'est connu, ne le font pas, notamment à l'inauguration, je sais plus, c'était d'un supermarché ou d'un truc comme ça. Je sais plus exactement, hein, je me trompe peut-être, et le type, il tombe dans l'escalier et finalement il se dit: «OK, et ben, maintenant on va se mettre bien avec le gardien du lieu». Personnellement, je l'ai fait. Je me suis adressée au gardien des lieux d'ici parce que j'avais des fuites d'eau, plein de fuites d'eau. J'ai dit: «S'il te plaît, faut quelque chose pour la maison, pitié, là, j'en ai marre». J'arrêtais pas d'avoir des fuites d'eau. Voilà, après j'ai vu évidemment, je faisais intervenir, des gens, mais j'arrêtais pas d'avoir des fuites d'eau. Mm. Ah oui, parce que tu n'avais pas été gentil avec le gardien des lieux. Voilà. Et donc, ben, c'est là-dessus où je voulais en venir, c'est que donc cette notion de gardien des seuils, j'en avais pas forcément entendu parler. La notion de gardien des lieux, oui. Et en réalité, on parle plus régulièrement de gardien du foyer. Alors, du foyer avec le double sens, le foyer, la maison, mais aussi le foyer, l'âtre du feu. Parce qu'on ben, on va voir que cette légende de gardien du foyer, gardien du lieu, gardien du seuil, finalement, elle existe depuis l'Antiquité. Déjà, au niveau romain, chez les Romains, on avait deux, deux divinités qui s'appelaient l'art ou l'Arès, les Lars, on va dire, qui étaient les esprits protecteurs du foyer.
et de la famille. Et ils avaient leur pendant qui étaient les pénates. D'ailleurs, il y a une expression comme ça, je rentre dans mes pénates. Alors, je ne sais pas si tu la connais, qui Je la connais. eux, oui, tu la connais? Ça venait de là, je l'utilise tout le temps. Je l'utilise tout le temps, mais je savais pas que ça venait de là, alors, raconte, j'aime bien connaître, l'origine des mots moi. Les pénates. Alors, les lards, si je reviens sur les lards, elles étaient souvent représentées sous la forme de petites statues ou de figurines qui étaient donc placées dans l'âtre, donc dans le foyer, ou près de l'entrée de la maison. Et par contre, les pénates, là, c'était des esprits protecteurs du garde-manger et des provisions. Donc c'est pour ça les deux étaient associés. Les lards gardaient donc la maison et l'enceinte de la maison. C'était l'esprit du lieu. Et les pénates, elles, ces esprits-là protégeaient donc le garde-manger. Et donc, il y avait des cultes, hein, des autels qui étaient prévus par les Romains, où ils mettaient des petites offrandes, etc., afin de respecter, de saluer le gardien des lieux. Alors, chez les Grecs, c'était le culte d'Hestia. Peut-être que tu as Mmh. entendu parler d'Hestia. Hestia qui était la fille aînée de Cronos et de Rhea, qui était la sœur de Zeus. Donc, c'était pas n'importe qui, Hestia, hein, et qui, dans chaque maison grecque, en tout cas de citoyens grecs, il y avait un hôtel qui était dédié à Hestia, avec un petit feu qui était maintenu en permanence parce que voilà, elle était associée donc à la chaleur de ce foyer. Et ce feu symbolisait bien la nourriture, la sécurité et la famille. Donc Estia était finalement la divinité de la famille. Et donc, tu vois déjà, rien que sur ces deux civilisations, on retrouve déjà ces notions mais de divinité, d'esprit du lieu. Euh, et on va le retrouver dans beaucoup d'autres civilisations. Par exemple, euh, dans la tradition anglo-saxonne, on va avoir les Cofgodas. C'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Les Cofgodas, ça te dit rien? Alors, ce sont Non. pareil, des esprits qui sont associés à la protection du foyer. Et ils étaient souvent vénérés dans l'âtre, là où le feu était maintenu pour assurer la prospérité de la maison. Là aussi, et ça revient aussi de façon assez récurrente, hein, ils étaient représentés par des petites statues, des figurines qu'on plaçait près de l'âtre ou de l'entrée de la maison pour protéger le foyer. Et on leur offrait, là aussi, des offrandes, nourriture, vin, fleurs, des prières, euh, de façon à les remercier. Alors, il y en a d'autres que j'aime bien aussi. C'est chez les Slaves, les domovoi. Alors, Mmh mh. dom en russe, Natacha, ça veut dire. Je Mais bien sûr que si, tu es russe, Natacha. Natacha. Dom, ça veut dire maison. j'imagine, oui, Ben oui. mais j'allais pas fermer. Bah, Alors, les domovoi, ben là, c'est pareil. Ce sont des. Alors, eux, ce sont des esprits, mais qui sont pas éthériques, on va dire. Là, on les décrit plus comme des petits êtres poilus et barbus, souvent vêtus de vêtements simples. Donc, un peu comme les lutins ou les prochones, les farfadets. Et voilà, ils étaient aussi considérés comme ben, le génie familier de la maison qui veille sur son habitation. Et ce qui était intéressant, et ça on le verra un peu plus tard, pourquoi c'est intéressant, c'est quand les familles slaves devaient déménager de leur maison vers une autre habitation, eh bien, elles avaient pour coutume d'inviter le domovoy qui leur était rattaché à les suivre dans leur pérégrination. Et donc, tiens-toi bien, elle plaçait des souliers tissés d'écorce de bouleau près du four ou près de la cheminée, afin que le domovoy puisse se glisser dans son petit soulier
et être transportés dans le nouveau foyer. Donc, rien que cette idée-là, je ne sais pas si toi, ça te fait délirer, moi, ça me fait délirer, parce que je me dis qu'il y a des générations et des générations de familles slaves qui ont fait ce rituel de créer un petit soulier comme ça pour que le petit esprit d'Omovoy vienne s'y glisser. Alors, je ne sais pas où s'arrête la superstition et où commence finalement tu vois, la frontière avec la réalité. Est-ce que finalement, il n'y avait pas vraiment un Domovoy? Et s'ils le faisaient, c'est parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait, alors, voilà, À quelque la chose. limite, parce que on a vu, nous sommes créateurs, peu importe. C'est un truc plus incroyable que ce que je suis en train de dire. C'est quasiment une réalité. OK, il y a des lois physiques, mais nous sommes créateurs. Ne serait-ce que sur la couleur bleue de tout à l'heure. Je vous renvoie au début de l'émission parce que je ne vais pas reprendre. Nous sommes créateurs. Nos mots créent. Au début était le verbe, était-il dit dans certaines traditions, que tout le monde connaît bien évidemment. Au Ouais, début était le verbe. Voilà. Tu crées le domovoy, même s'il existe déjà. c'est Que ça. que tu puisses le voir fait qu'il est créé. Tu comprends ce que je veux dire par là? Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais vous spoiler déjà mon sujet la semaine prochaine, parce que je ne le traite pas aujourd'hui, parce que sinon ça ferait trop long. Je vais traiter des égrégores. Ça Ah fait bah longtemps que j'ai voilà. envie de parler des égrégores, et on est tout à fait là-dedans, hein, dans la pensée créatrice qui crée l'égrégore, qui crée le domovoy, qui crée l'esprit qui vient protéger la demeure. Euh, Allez, si je vais du côté des Nordiques, il y avait les tontes et les nis qui protégeaient là aussi les huttes vikings et les foyers des habitations. Euh, Côté du Japon, ce sont les Ashiki Warashi, qui sont des esprits décrits comme des enfants qui, là aussi, étaient rattachés à la maison et protégeaient la maison. Et on reviendra tout à l'heure sur ces Ashiki Warashi, parce que le sujet est vraiment assez intéressant. Donc, en définitive, eh ben, j'ai l'impression, ben là, on n'a même pas fait l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc., où ils ont tous partout ces légendes d'esprits qui protègent les lieux. Souvent, ils sont associés à comment dire, à des éléments, donc souvent le feu, hein, donc le protecteur du foyer, comme on vient de le voir. L'eau aussi, parce que souvent les bâtisses sont montées euh, sur des cours d'eau souterrains. Et là où les cours d'eau se croisent, il y a une espèce de, voilà, de champ, de champ énergétique important. On pourrait assimiler peut-être à un esprit de l'eau. D'ailleurs, renseignez-vous sur les églises en France. Euh, il y a, alors j'allais dire la plupart, j'ai peut-être pas ces certitudes, mais j'ai vu une étude sur laquelle énormément de nefs, le milieu de la nef, reposait, quoi, a été construite au-dessus d'un croisement de cours d'eau souterrains. Donc ça veut dire qu'il faut pas y aller. Parce que les croisements de cours d'eau, ce sont, des choses qui sont pas s'il y a des amimi qui sont géobiologues, vous précisez, mais il me semble que c'est des croisements, c'est pas très bon. En tout cas, Il c'est faut pas très bon parce que ce sont des lieux hautement énergétiques et effectivement, il ne faut pas dormir au-dessus de croisements. je suis pas sûre que ce soit bon, hein, du coup. De vivre au-dessus, non.
mais de construire un lieu de culte au-dessus, oui. Peut-être, mais d'officier à cet endroit-là, moi je connais pas, hein, parce que je suis pas catholique, je suis pas chrétienne, donc je sais pas où ils officient, mais je me dis: «Il faut pas y aller dans la nef à ce moment-là». Bon, ils officient derrière. Mais bon, Je sais après, pas. c'est pas grave, ils montent au ciel, donc c'est pas grave. J'ajoute dans ton petit exposé que dans la culture bretonne, nous avons, mais pas comme des gardiens des lieux, des maisons, nous avons les korrigans, enfin les korriganèdes au pluriel. Donc ce sont des petits êtres, qui vivent souvent dans la forêt, qui sont, associés aux éléments, la C'est tout, nature. tout à fait. Et souvent, eh bien, voilà, tous ces esprits-là, soit ils sont ben, là présents parce que il y a des raisons élémentaires dans le sens les éléments feu, eau, terre, qui fait qu'il y a des forces énergétiques qui ont généré ces esprits là, sur ces lieux-là où ont été construites les habitations. Soit dans d'autres traditions, ce sont les esprits des ancêtres aussi, donc alors soit de la famille, soit des anciens occupants de la maison qui peuvent être présents, soit les égrégores, comme on les a évoqués tout à l'heure. Et donc, moi, je voulais revenir, pour pas faire trop trop long sur ce sujet, sur les ashiki ou arashi. Et je vais te partager. Les Ashiki ou Arashi, là on est dans le Japon. Le ashiki ou arashi, finalement, c'est une figure mythologique japonaise euh, qui est sous la forme, souvent décrite sous la forme d'un enfant, comme cela, avec une espèce de visage rond, tête de porcelaine, comme ça, et des habits kimono brillants. Et ça a pour origine, la première fois dont on parle de Sashiki Warashi, c'était au nord du Japon, dans la préfecture d'Iwate, où le zashiki, ça fait référence à la pièce traditionnelle tatami matite, donc la pièce traditionnelle japonaise. Et le warashi, ben, on peut le traduire par enfant. Et donc, c'est la présence de ces esprits enfants qui sont dans les maisons et qui sont déjà invisibles. Alors, on peut les apercevoir euh, du coin de l'œil, tu sais, la fameuse image du coin de l'œil. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas, mais on sait que du coin de l'œil, il y a quelque chose. Bon, Ouais. bon, mais si on est au Japon, ça peut être un zashiki Ouais. warashi. Et alors, ils sont joueurs, c'est-à-dire qu'ils s'amusent à faire disparaître des objets, c'est des enfants, à faire des blagounettes, etc. Hein, mais Ah, comme les Korriganèdes, comme les Pochons, comme voilà, tous ces petits êtres qui sont dans les maisons et puis qui font disparaître des objets. Et puis, quand vous en avez marre de les chercher et que vous vous fâchez, que vous dites, bon, là, je veux qu'ils réapparaissent, bizarrement, ils reviennent. Donc, je sais pas. je sais pas si Ouais, tu as le même problème que moi, mais moi c'est la machine à laver qui fait disparaître mes chaussettes. ouais, ça, le mythe des chaussettes orphelines, c'est C'est un pas un vrai, mythe, c'est je pas un les mythe, c'est un vrai sujet urbain. Ouais, non, je sais. garde toutes, je les mets toutes dans un panier, si tu veux, en attendant de retrouver les chaussettes, et beh, je ne les trouve pas. C'est pas un mythe. Alors ce que je fais maintenant, c'est que je mets, les chaussettes dans des filets et comme Mm. ça je les retrouve. Elles se séparent pas. Mais non, c'est pas un mythe, hein. Mais je sais, tu n'es pas la seule à en parler. On pourra faire tout un sujet sur tes chaussettes rouges et jaunes à petits pois et ces chaussettes. Donc, pour revenir à mes enfants japonais farceurs, euh, il y a quand même un intérêt d'avoir des Ashishi ou Arashi chez soi, c'est qu'ils sont signes de chance et prospérité. Et que toutes les familles, tous les lieux où on a rencontré, en tout cas, on a
pensé déceler la présence de Zashishi-Warashi, eh bien, la famille a soudainement prospéré. Si c'était dans une entreprise, l'entreprise est devenue florissante. Et on a le cas, par exemple, d'une auberge. Alors, c'était dans cette préfecture d'Iwate, c'était l'auberge Ryokufuzo. Mmh. Alors, l'auberge Ryokufuzo, c'est une auberge traditionnelle qui était donc assez célèbre, assez connue, justement pour héberger ces enfants Zashiki ou Arashi. Et les clients de l'auberge, comme d'ailleurs dans toutes les maisons hein, où il y a des Zashiki ou Arashi, laissaient des offrandes à ces enfants, des bonbons, des petits jouets, voilà, avec l'espoir de les rencontrer. Et plusieurs des visiteurs ont signalé très sérieusement avoir vu un enfant jouer dans leur chambre et puis disparaître. Voilà. Donc, vraiment pour démontrer la réalité de ces observations. Et le problème, ben, c'est que si on n'y prête pas attention à ces êtres fantastiques, si on ne leur propose pas d'offrandes, ben, comme on a vu hein, dans les autres traditions, à chaque fois il y a des offrandes hein, pour pouvoir remercier l'être. Eh bien, ils s'en vont. Et quand ils s'en vont, qu'est-ce qui se passe? Attends, on va fermer le partage. Moi, je fais une offrande. Ton petit poney, tu offres ton petit poney aux Ashikiwarashi, c'est ça? Oui. D'accord. Moi. Eh bien, si on s'en occupe pas, si on prend pas soin d'eux, si on, ben voilà, on les remercie pas régulièrement, ils s'en vont et avec eux partent la prospérité, la bonne Mmh. entente dans la famille. Et donc, que ça soit au Japon, ces Ashikiwarashi, ou même dans nos contrées, ben, si votre esprit des lieux s'en va, parce que vous le délaissez, eh bien, le lieu se meurt, se dégrade. Et peut-être que dans les maisons où il y a des problèmes de couple, des problèmes d'entente, de voisinage, etc., ben, c'est peut-être que voilà, l'esprit des lieux a tout simplement déserté les lieux. Ou alors, c'est que votre voisin, c'est un psychopathe, c'est possible aussi. C'est À pas voir. incompatible. Ah oui, En parce que tout comme il n'y a plus d'esprit des lieux, comme il n'y a plus le gardien du seuil, eh bien, le psychopathe arrive, parce qu'il n'y a plus rien pour détourner l'attention de ces gens-là et de se dire, bah, tiens, si le lieu est bien nauséabond, eh bien, ça va attirer les personnes nauséabondes. faire comprendre quelque chose de fondamental. J'écoute, beaucoup pour ceux qui connaissent, c'est un alchimiste que je vais interviewer, d'ailleurs je vais l'interviewer très prochainement, pour ma chaîne, Patrick Bourensteinaz. Et il parle de mettre plus de spiritus, donc d'esprit, dans la matière. Le but d'un alchimiste n'est pas de trouver, la pierre philosophale, au sens où on l'imagine, c'est-à-dire une pierre qui crée, qui transforme le plomb en or. Non, c'est de créer l'or alchimique, donc trouver la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est le dissolvant universel qui va dissoudre la matière. Le but est de dissoudre la matière et l'or philosophal, c'est un or qui disparaît. Et parce que le but, c'est de faire disparaître la matière. Donc peut-être, justement, dans ton histoire de petits êtres qui subtilisent, les choses, peut-être qu'ils font disparaître la matière, peut-être là, on parle d'esprit, plus de spiritus. Plus de spiritus, c'est quoi? C'est cette part, qui n'est pas cette part déshumanisée, comme moi je viens de vous parler depuis tout à l'heure de déshumanité, d'argent, de pouvoir, de manipulation. Ceci n'est pas le spiritus, ceci n'est pas l'esprit. Et toi, tu nous parles d'esprit, tu ramènes l'esprit dans notre chaîne. Tu vois, j'ai dit notre chaîne. C'est le spiritus. Nous sommes accompagnés par des êtres de l'invisible, mais nous créons, nous, notre monde plein de spiritus, plein d'esprit, plein de cœur, Je suis plein d'accord. d'âme. Je suis tout à fait d'accord. Eh bien, qu'on les appelle, et là je vais prendre mes notes parce que je ne m'en souviens pas forcément par cœur, hein, qu'on les appelle les Kovgodas, j'adore ce, ce nom.
coiffe Godassin, ça c'est exceptionnel. Les Domovoy, Hestia, les pénates, les Nice, les Ashikiwarashi, le gardien du seuil ou les gardiens du foyer. Eh bien voilà, prenez-en soin, messieurs, dames, parce que, eh bien, on a compris, s'ils sont là, tout va bien, s'ils ne sont pas là, bizarrement, tout va mal. Et je finirai sur cette petite anecdote personnelle. Quand j'ai construit ma maison et que Mmh. j'y suis rentré dedans, la première chose que j'ai faite, eh bien justement, j'ai demandé au gardien du lieu de m'accepter dans le lieu. Alors, je me demande si je n'avais pas participé à une émission de BTLV où un énergéticien précisait qu'il fallait faire la demande aux quatre coins cardinaux, voilà, en demandant d'accepter la présence, ce que j'avais fait, j'avais faire 3 fois autour de la maison, je ne sais plus. Donc je l'avais fait. Ah, ça, bien, figure-toi, le lendemain, sur Mmh. le Velu, il y avait de la condensation. Et sur la condensation, j'ai vu comme une main griffue qui, on voyait bien les cinq doigts, et comme s'il y avait une espèce de main griffue qui était venue apposer sa main sur la maison, et on voyait ouais, une espèce d'empreinte comme ça, enfin d'empreinte, de forme, hein. Après, pareil, Idoli, tu me connais, mais c'est jamais revenu. Tu vois, le truc, c'est que ça n'est jamais revenu. Donc, ça ne s'est produit que le lendemain où j'ai fait ce petit rituel. Voilà. Et et c'est très bien et c'est très bien. Heu, ouais, ramenons de la magie, en nous et à l'extérieur de nous. Soyons plus vrais. Eh bien, les amis, sur ces belles paroles, donc, eh bien, moi, je vous conseille d'aller mettre votre petit verre de lait, votre petit cookies au pied de votre âtre ce soir, voilà, pour remercier le gardien de votre lieu. Et puis, si vous voyez un vieux barbu avec une cape rouge qui arrive, c'est que vous aurez écouté cette émission à Noël. Voilà. C'est ça. Eh bien, Natacha, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt les amis. À bientôt et joyeux Noël à tous. Bye bye. Et la question lui vint: «Suis-je vraiment libre?» Or, c'est un peu, je dirais, c'est un peu comme un GPS qui devine la route avant vous. Parfois il bug, hein. En tout cas, mon GPS à moi, il bug et mon cerveau aussi. Sauf que, parfois, du coup, il vous envoie dans le fossé. Ça t'est déjà arrivé ça, Antoine, où tu juste le GPS, tu vois, tu te dis: «Mais, pourquoi il m'a fait prendre cette route sur le côté qui revient au même endroit? Tu pouvais pas me faire aller tout droit, abruti!» Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, ça, c'est mon expérience perso, avec. Non, je suis désolé, Natacha. En fait, je n'écoute pas mon GPS. Donc, Mais comment tu fais? sens de l'orientation innée. Ah ouais, là, non, mais Bah toi, tu es ouais. trop fort. Oh là, tu es trop fort. Moi, j'ai une admiration sans borne, mais vraiment, mais je déconne pas, hein. Je j'admire parce que moi, mais quasiment chez moi, quelquefois, je sais plus, où aller, en fait, bon bref. Mais c'est mes bizarreries à moi.
Alors, nous avons, mais à part ça, je fonctionne quand même. Oui, c'est ça, à part ça, tout va bien. J'ai l'impression que ça match quand même là-haut. Ça match là-haut, mais moi j'ai pas un bon GPS intérieur. Mais vraiment Pas tout pas. avoir, écoute. J'ai voilà, c'est pas grave. J'ai un GPS, fonctionnel qui dysfonctionne aussi. Bon, Big Brother, it's watching you. oui, parce que Big Brother, c'est pas le titre d'une émission de merde, pardon. J'aurais pas dû. Je reprends, je reprends, je reprends. Tiens, je vais te montrer mes spiritus. Tu lui dis pas le spiritueux, hein. Est-ce que tu les vois? Oh, c'est tout mimi. Tu des petits spiritus partout. C'est ça. On est là en train de transpirer. Toi, tu es en train Moi, de je suis dans la t'éventer. «Oh là là là!» bah, tu couperas, hein, mais ou tu laisses, je sais pas, mais Oh bah, là, je vais mettre une petite musique. Je vais te mettre au ralenti avec une petite musique Dove. Tu sais? au ralenti. Voilà. Natacha, classe en toutes circonstances.